Bonjour Zina, Bonjour Florian. bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire de Résilire. Cette fois-ci, nous allons parler d'un livre de Katja Schoenherr, en l'occurrence en français La famille Ruck, en allemand, Alles ist noch zu wenig. voilà, qui est un roman, en tout cas en France, paru aux éditions Zoé, dans une traduction de Barbara Fontaine. Précisons que notre émission, c'est une émission littéraire sur la crise, et là, dans ce livre, on va découvrir peut-être à la fois la crise et des crises d'âge, de génération. C'est un vrai petit, disons, panier de crabes en miniature. Mais c'est aussi très drôle et ça fait partie du charme du livre. Euh, le livre s'ouvre par une chute. Est-ce que tu peux nous en faire l'anatomie? Je propose même de le lire parce que c'est un tout petit passage et c'est vraiment la scène d'ouverture pour ce roman sur une famille allemande. C'est la première page. Obwohl sie die Treppe in ihrem Haus seit über 80 Jahren mehrmals täglich hoch und runter steigt, obwohl sie diese Treppe in- und auswendig kennt, hat Inge Ruck dieses eine Mal während des Hinuntergehens angefangen, über die Anzahl der verbleibenden Stufen nachzudenken. Noch 6 oder noch 5? Fragte sie sich. Und in diesem Moment stürzte sie. Bien qu'elle monte et descende l'escalier de sa maison plusieurs fois par jour depuis plus de 80 ans, bien qu'elle connaisse cet escalier par cœur, cette fois-ci en descendant, Inge Ruck a commencé à réfléchir au nombre de marches restantes. Encore 5 ou 6, s'est-elle demandé. Et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée. Oui, c'est une belle scène d'ouverture pour ce roman, donc autour de 3 personnages principaux. Là, c'est Inge Ruck. Elle a 84 ans et elle vit depuis toute sa vie dans cette maison, dans un village en Allemagne de l'Est. Je crois qu'elle est née là-bas. Voilà, sa mère, ses parents étaient là-bas. Et elle-même, elle avait sa vie de famille là-bas. Et donc, cette scène pourrait décrire peut-être un peu le processus de vieillir. Il y a une rupture avant la chute, c'est-à-dire un changement dans les habitudes, un changement dans l'esprit, qui fait que tout ce qu'elle connaît par cœur dans cette maison, où elle connaît chaque coin, chaque mouvement, chaque ombre, tout d'un coup, elle remet quelque chose en question par rapport à soi-même, et c'est là le moment où elle tombe. Et elle se casse le col de fémur, ce qui est le début de ce roman, parce qu'elle va être incapable de vivre seule. Et donc, elle fait appel à son fils, Carsten, le seul qui est resté en Allemagne. Son fils aîné, Jens, est parti aux États-Unis. Et son fils, Carsten, il vit à Berlin. Il a 55 ans, le deuxième personnage principal de ce roman, et qui va donc venir s'installer dans cette maison. Voilà, avec pas beaucoup de plaisir. Il se bat un peu contre cette idée, mais il vient s'installer pour un certain temps pour l'aider. Et il emmène sa fille, Lisa, qui a 15 ans. Donc nous avons ces 3 personnages qui représentent aussi 3 générations différentes. Et il y a des romans qui peuvent être conduits par une histoire, une grande structure narrative, ça peut être une fresque, ça peut être une épopée. Ce roman-là est plutôt construit autour, tu l'as présenté, de ces 3 personnages principaux. Et ces 3 personnages principaux, ce sont 3 générations. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 personnages, de ces 3 générations, ou plutôt qu'est-ce que ces personnages disent de leur génération? Alors oui, ils sont représentants de leur génération, aussi de leur temps. Oui, donc voilà, je disais, on a Inge qui a jamais bougé de chez elle, en quelque sorte, qui a consacré sa vie à remplir le rôle de la mère de 2 enfants, d'être une bonne épouse. Elle dit à un moment donné, c'était simple, elle faisait tout et son mari faisait rien du tout. Parce qu'on est quand même en Allemagne de l'Est, donc les deux, ils ont travaillé et après ils rentraient à la maison et c'est Inge qui s'occupait des enfants, de la maison, de tous les conflits entre les 2 garçons, et il n'en manquait pas. Donc voilà, elle avait ce tunnel devant elle et on a l'impression, elle le dit aussi à un moment, voilà, elle pensait toujours à la prochaine étape. Et maintenant, elle est vieille. Et elle dit, c'est peut-être même le moment où elle est très vieille. Et elle se dit, les gens très vieux ou vraiment vieux, c'est des gens qu'on regarde et on se dit, ah, cette personne, elle est vieille. Et jusque-là, ça allait. Elle vivait seule, elle était autonome. Elle était pleine de rage quand même contre
contre ses fils, surtout contre son fils Carsten. Elle a beaucoup d'attentes, d'exigences. Elle se sentait peut-être aussi un peu seule parce que son mari est mort il y a quelques années. Et maintenant, elle réclame, elle demande à son fils de venir et de s'occuper enfin d'elle. Parce que finalement, c'est sa faute à lui. Parce que c'est lui qui n'a pas mis son lit au rez-de-chaussée. Donc, elle était obligée de sortir la nuit pour aller aux toilettes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle est tombée. Et donc, Carsten, c'est lui le représentant de la génération boomer. Il porte des sneakers blancs, il travaille pour une entreprise qui crée des sacs de congélation et du plastique. Voilà. Et il est divorcé et il se plaît à Berlin avec une copine de temps en temps, sans responsabilité. Son excuse préférée, c'est que je ne peux pas, je suis à Bruxelles. C'est rarement le cas. Et il a plus beaucoup d'attentes par rapport à son métier, il veut plus trop changer, il est à l'aise, mais il sent aussi que peut-être les sacs de congélation, ça va pas trop durer, il y a éventuellement une décision de l'Union européenne qui s'annonce pour les interdire pour l'usage privé, donc il y a toujours ce menace, mais en même temps on se dit, bon, ça va pas arriver tout de suite, peut-être ça arrivera jamais, en tout cas moi, je vais pas bouger. Et quand sa mère le demande de venir, c'est la catastrophe pour lui, parce que ça veut dire retourner dans ce village où il n'y a plus de jeunes, plus d'enfants, il n'y a que les vieux qui sont restés, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Donc il y a juste sa vieille mère dans sa maison et le voisin qui voilà, semble être quelqu'un qui a travaillé pour la Stasi, en tout cas c'est sa fille qui le dit à un moment. Et donc, mais il y va, ils se sont obligés quand même. Il ne trouve pas de mensonge pour s'excuser. Et donc, il emmène sa fille Lisa, qui a 15 ans et qui est également un peu représentante de sa génération, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat pour l'environnement, qui se déclare féministe, qui est surtout en rage contre tous les gens qui l'entourent et qui détruisent la planète et qui sont... qui font partie de ce système patriarcal qu'elle déteste. Et elle le déclare régulièrement à son père que lui, c'est vraiment l'incarnation de l'ennemi pour elle. Et pourtant, ils sont très attachés l'un à l'autre. Et donc voilà, ces trois générations vont se rencontrer dans cette maison. Et voilà, ils vont se retrouver et tous ces conflits intergénérationnels vont éclater un peu. C'est le second roman de Katia Schoner. Son premier en France paru aux éditions Zoé a donc obtenu le prix 1000 pages, c'est Martha et Arthur. Celui-ci aussi, est-ce que tu peux nous parler, tu nous en as déjà un peu parlé, mais de son ton, de son humour, est-ce que tu vois que ça s'inscrit dans une filiation littéraire? On n'est pas dans une approche qui est pleinement, disons, austère, il y a quelque chose d'autre. Comment pourrais-tu définir cette petite chose autre? Oui, c'est plutôt un ton ironique, un peu distancié, c'est-à-dire que c'est très amusant à lire, c'est assez agréable à lire aussi, et on a envie de se moquer, et en même temps, voilà, comme je disais, on est sensible pour leurs problématiques. Il y a aussi parfois ce miroir où on se dit, oui, d'accord, on se retrouve un peu entre ces deux générations éventuellement, et oui, ça renvoie peut-être aux grands romans de famille de fin de siècle aussi, où il y avait aussi des grands changements dans la société juste avant, et on commençait à réanalyser la famille et leur place dans la société, parce qu'il y a aussi une dimension sociale ici, c'est qui s'occupe des vieux, qui fait le travail, qui travaille à l'hôpital, qui est responsable pour qui? Est-ce que c'est les parents qui sont responsables pour leurs enfants toute leur vie? Est-ce que c'est les enfants qui deviennent responsables pour leurs parents qui ne peuvent plus et qui ont investi toute une vie pour les faire grandir? Elle est où la responsabilité? Et surtout, est-ce que la famille peut encore fonctionner et remplacer quelque chose qui est défaillant dans la société autour? Quel est le rôle de la femme aussi? Parce que Carsten, notamment, il essaye déjà de mettre sa fille parfois dans le rôle de celle qui prend la responsabilité. Ah tiens, j'ai besoin de toi maintenant. Est-ce que toi, tu peux laver le matelas plein d'urine de ta grand-mère? Je peux pas, je suis à Bruxelles. Donc c'est vraiment... il y a plein de petites questions qui sont tissées autour de ces trois personnages. En même temps, on pense à des auteurs comme Elfriede Jelinek avec donc cette dimension sociale, ce regard très critique sur le patriarcat. Elle a sa propre voix, mais on voit qu'elle est inspirée par une tradition
vaste de romans allemands et elle essaie donc de décrire la famille. Qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la société aujourd'hui? Et ça avec un ton ironique et léger qui est très agréable à lire. Oui, et en plus, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très décapant sur les rapports familiaux, les rapports générationnels. Et en plus, on a ce qui fait partie de l'intelligence et du charme du livre, c'est cette volonté de créer des pistes qui ne vont pas être des pistes tout à fait résolues. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant dans ces choses-là. On aimerait à la fin, comme ça, qu'il y ait, je ne sais pas, les générations qui s'embrassent ou qui voilà, fassent la paix les unes avec les autres. Non, on n'est jamais dans ces caricatures-là. Il y a quelque chose, chaque fois, qui reste de l'ordre du suspens. Et c'est ce suspens-là qui nous interroge profondément, je pense, en tant que lecteur et lectrice. En tout cas, merci pour ton choix et de nous avoir présenté La famille Ruck de Katia Schoenaer, donc paru aux éditions Zoé. Merci à toi.